C'est votre interview politique dans quelques instants. Quel est votre invité? Je reçois la députée de la France Insoumise, Nadège Abou-Mangoli, qui est aussi vice-présidente de l'Assemblée nationale. On en parle tout de suite, Brigitte. Bonjour et merci d'être venu. Pour commencer, une image, celle du 21 octobre. Vous étiez au Perchoir, une première femme noire vice-présidente de l'Assemblée nationale et qui mène les débats. Au-delà de cette image symbolique et de la fierté que vous avez dû, ressentir, ça veut dire quoi de notre société, de la politique française, cette première ? Ça veut dire d'abord que c'est la déclinaison de l'arrivée du NFP en tête des élections législatives et donc la normalité du fait que nous exercions des responsabilités que j'essaye d'exercer de la meilleure des manières possibles avec impartialité, fermeté, souplesse, mais c'est aussi le reflet de la société. Après moi, je pense qu'il faut aller au-delà de la politique de représentation. Moi, je préfère par exemple un Bernie Sanders qui se dit socialiste à une Kamala Harris qui est dans le tout répressif et dans le soutien inconditionnel à Israël, par exemple. Donc c'est le fond qui compte et donc les responsabilités on les exerce parce qu'on a gagné les élections. Mais ça vous a dérangé qu'on le dise de cette manière-là ou pas, ou quand même? Ça m'a pas dérangé parce que c'est une réalité. Lorsque Yael Braun-Pivet est arrivée au Perchoir, c'était la première femme à exercer cette responsabilité. On l'a souligné. C'est la réalité, mais c'est une réalité qu'il faut dépasser parce que le fond est plus important que les personnes. Alors, pour finir là-dessus, Clémence Guettet a dit que lorsqu'elle était au Perchoir, elle n'était plus LFI et qu'elle était impartiale. Est-ce que ça laisse entendre que l'actuelle présidente ne l'est pas? Il y a eu quelques critiques à l'égard de l'actuelle présidente. D'ailleurs, cette semaine, la semaine dernière encore, elle a mis en cause les insoumis au sein de l'hémicycle. Je pense que d'autres présidents de séance n'auraient pas fait de la même manière. Ensuite, nous, justement, au vu des expériences des autres, on essaye justement de présenter un visage impartial et je pense que jusqu'à présent, ça s'est plutôt bien passé. Alors, on va parler d'une triste actualité, ce sont les inondations en Espagne. Le bilan est passé hier à 158 victimes. Il y a encore des disparus, donc il devrait s'alourdir. Qu'est-ce que ça nous dit de ce qu'on doit faire en France, en Europe et dans le monde contre ce dérèglement climatique? On a l'impression qu'aujourd'hui, on ne peut que limiter la casse et ne pas inverser la tendance. Vous en pensez quoi, vous, en tant que responsable politique? D'abord, moi, je souhaiterais exprimer toute ma solidarité à l'égard des victimes de ces inondations en Espagne, à l'égard aussi des secours mobilisés très difficilement, manifestement, en Espagne. On a connu des événements quasiment similaires, pas avec la même gravité, la même intensité en France, mais en fait, on parle de catastrophes naturelles. Ce ne sont pas seulement des catastrophes naturelles, c'est aussi le résultat d'une apathie dans la prise en compte du dérèglement climatique, puisqu'en Espagne, ce sont des sols secs, ça ruisselle pas, ça déborde. Il y a aussi la question de comment on vit aujourd'hui dans des zones urbaines. Les sols sont extrêmement artificialisés, les zones de construction ne sont pas forcément contrôlées, et donc c'est tout un pan de l'économie qui doit être pris en compte, qui doit changer. On doit changer de modèle, à la fois dans la construction, à la fois dans l'urbanisme, et ça, c'est sur les pouvoirs publics. C'est ce qu'on appelle la bifurcation écologique. En fait, c'est comment changer d'organisation, d'économie. Le Premier ministre a présenté le 3e plan d'action pour le changement climatique. Vous diriez qu'il est contraint parce qu'on est dans une contrainte budgétaire, ou est-ce que cette volonté politique n'existe pas dans ce courant-là, donc des Républicains, de la droite, ou est-ce que c'est simplement budgétaire ou c'est effectivement politique? C'est aussi politique parce que lorsque nous avions un débat sur le zéro artificialisation des terres, qui est vraiment au cœur des enjeux actuels par rapport aux inondations. Oui. On a vu en fait tout un pan de la droite s'opposer à cela et en cela relayer un certain nombre de revendications des lobbies de maires locaux qui veulent étendre, artificialiser, construire et de telle sorte qu'il y ait le moins de contrôle de l'État possible. Et là, pour le coup, je pense on doit vraiment tirer la sonnette d'alarme. Ça va s'aggraver. Alors rapidement sur ce point-là, est-ce que vous pourriez résumer ce que proposait par exemple à la présidentielle la France Insoumise? Déjà, la France Insoumise proposait d'abord, par rapport à tous ces phénomènes climatiques, une vraie prise en compte de la question de l'eau. La question de l'eau, là, il y a les inondations, c'est une chose, il y a les précipitations, c'en est une autre. Par exemple, nous, on s'oppose aux grands projets inutiles. Ces grands projets inutiles qui participent à l'accélération d'artificialisation des terres. On propose aussi de préserver la ressource en eau. On s'oppose
aux méga-bassines. C'est d'ailleurs un texte qui sera présent dans la niche parlementaire que vous allez présenter le 28 octobre. Et évidemment, revoir toutes les filières de construction avec d'immenses concertations avec les acteurs concernés. Alors, vous parliez de la niche parlementaire qui est le 28 novembre, et pas le 28 octobre, hein, soyez à l'heure. Et plus sérieusement, il y a eu un débat autour de l'abrogation des retraites dans la niche parlementaire du Rassemblement national, qui n'a pas été voté, qui a été rejeté même en commission. Vous allez en proposer une, donc le 28 novembre, entre autres, comme proposition de loi. Qu'est-ce qui se joue là? Est-ce que ça aurait été si grave pour vous que la proposition d'abrogation de la loi de 2023 soit votée, même si c'était le RN qui l'a proposée? Mais en fait, nous, on veut pas voter, on veut pas s'engager dans ce qui constitue des arnaques. Le texte du RN, c'était une arnaque. La réalité, c'est d'abord, vous l'avez précisé, arnaque sociale, a dit, je crois, Monsieur Coquerel. Arnaque sociale, parce que la réalité, c'est que sur le plan de la mobilisation contre la réforme de Macron, le RN était aux abonnés absents. Il n'était pas aux côtés des travailleurs en grève, en manifestation, et même dans l'hémicycle, leur participation était modeste. Par ailleurs, sur ce texte qui a été rejeté par ses propres alliés en commission, qui a été vidé par ses propres alliés, et hier, nous avons examiné un texte vide qui présentait des rapports. Ça a bien arrangé le NFP que ce texte soit vidé de sa substance. Ça a été vidé de sa substance. De le voter. En fait, mais de toute façon, je pense qu'il y a eu plusieurs occasions au cours desquelles le Rassemblement national aurait pu montrer sa volonté réelle d'abroger cette réforme. D'abord, il y a eu en commission Affaires sociales la semaine dernière un amendement d'abrogation du NFP que le RN n'a pas voté. Il y a eu cette semaine en séance un amendement de financement des caisses maladie et vieillesse que le RN n'a pas voté, alors que le cœur de cette réforme, les justifications du clan Macron, c'était le financement. Donc la volonté d'abroger du RN n'existe pas. Elle n'existe tellement pas que dans même ce texte-là, les perspectives de financement sont, on va dire, un peu fumeuses. On parle de financement au moment où Marine Le Pen serait élue. Et donc, ça veut dire que il y a pas de réalité. Donc, nous, rendez-vous le 28 novembre avec une réforme qui sera financée, une réforme qui sera présentée. Et donc, on verra à ce moment-là. Alors, parlons budget toujours. Il y a un 49.3 un peu en suspens hein, au-dessus de ce texte budgétaire. S'il arrivait en bout du bout, c'est-à-dire sur la partie 1 des recettes, vous déposerez une motion de censure. On peut imaginer que le RN peut-être la voterait. Si le gouvernement Barnier tombe, c'est au tour du NFP d'être à Matignon? Si le gouvernement Barnier ne valide pas ce budget légitime, parce qu'en fait là on est en train de gagner des victoires impressionnantes, notamment en termes de taxation des superdividendes. On a rétabli les postes supprimés dans l'éducation nationale. C'est un budget voté démocratiquement, légitime, et le gouvernement Barnier illégitime, s'il venait à effacer comme ça ce budget, et bien évidemment nous déposerions une motion de censure. Là, l'obstruction est venue essentiellement des bancs du clan gouvernemental, dit du socle commun, qui n'a pas beaucoup de choses en commun finalement, puisqu'on a vu en séance que parfois ils étaient même opposés entre eux. Et là, la réalité, c'est que c'est au RN de prendre ses responsabilités, parce qu'il a critiqué ce budget, il a critiqué les amendements que nous avons gagnés, notamment, je le répète, les amendements de recettes pour financer notre protection sociale. Bien, ce sera à lui de prendre ses responsabilités. Nous, en fait, on est cohérents. On a un budget. On a démontré qu'il était possible d'avoir un budget de solidarité et de bifurcation écologique. Et on a, par ailleurs, une candidate au poste de Premier ministre qui est Lucie Castet. Alors, une question rapide sur un triste record qu'on a appris avant-hier. 735 décès de sans-abri sur l'année écoulée. C'est une étude du collectif des morts dans la rue. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne se reproduise pas, diminuer? Et certains disaient il n'y aura plus jamais de sans-abri, de SDF. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et effectivement, le président Macron, dès 2017, disait qu'à la fin de son quinquennat, il n'y aurait plus de personnes à la rue. 735 personnes, c'est 735 de trop. Tous les ans, ce bilan s'alourdit. Il y a maintenant plus 120% d'enfants à la rue depuis en 4 ans, selon l'UNICEF. Nous, évidemment, ce qu'on dit, c'est très simple, et on le dit depuis des années, aux côtés des acteurs du logement, de la lutte contre le sans-abrisme, des places en hébergement d'urgence, c'est ce qu'on essaye de gagner, notamment en dépenses en ce moment sur le budget, des constructions, et surtout lorsqu'il y a des expulsions, eh bien des solutions. Parce que là, par exemple, moi mercredi, j'étais sur le marché à Bondy, j'ai rencontré un homme qui dès le mardi s'est fait expulser parce que vous savez qu'à la veille de la trêve hivernale, il y a un sort de cynisme qui fait que les expulsions explosent. Et donc ça, déjà, c'est une bataille à gagner, c'est un droit à gagner à ce que cette trêve hivernale soit toujours maintenue, par exemple.
Eh bien, je vous remercie et merci d'être passé sur le plateau de France Info. Et bon débat budgétaire, c'est loin d'être terminé. Merci à vous. Merci Serge Simineau. Vous étiez donc avec votre invitée Nadège Abomangoli, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle est revenue bien évidemment sur la fierté qui était la sienne, d'être à ce poste, première femme noire à occuper le perchoir en tant que vice-présidente. Elle a dit qu'elle était impartiale à ce poste-là. Elle a dit que le texte du Rassemblement national pour abroger la réforme des retraites était une arnaque sociale et confirmé la censure sur le budget. On va retrouver